Voilà, bonjour et merci là de braver la météo qui a basculé dans l'automne. Voilà, d'abord je vais me présenter, Vladimir Vazak, je suis journaliste à Arte depuis 30 ans. Voilà, depuis le début de la chaîne en 1992, je suis reporter et je fais beaucoup de reportages à travers le monde. Si vous avez le courage de regarder pendant le week-end, il y a une émission qui est diffusée à 18h35 ce soir qui s'appelle Arte Reportage. C'est mon émission, c'est la rédaction dont je dépends et il y a une émission spéciale qu'on a consacrée à l'Ukraine. Je reviens d'Ukraine, là où j'ai été 2 fois en août et en septembre. Et puis j'ai été aussi beaucoup en Russie, notamment 3 fois depuis le 24 février, depuis le début de l'agression russe. Donc voilà, je suis un peu dans ces sphères-là. Mon nom s'explique par des origines tchèques. Mon père était un réfugié politique tchèque, donc j'ai été au berceau, si je puis dire, sensibilisé à ces questions de liberté d'expression, de droits de l'homme. Voilà, c'est un peu je suis un peu né là-dedans. Et donc, assez spontanément, assez naturellement, quand j'ai rencontré Plantu, qui est le président d'honneur de Cartooning for Peace, cette ONG qu'il a créée en 2006, avec Kofi Annan, qui était le secrétaire général de l'ONU, eh bien, j'ai commencé à suivre Cartooning for Peace dans les activités aujourd'hui avec Barbara et Sylvain et toute l'équipe qui travaille depuis Paris pour cette ONG qui est très particulière parce qu'en fait, c'est une ONG dont le travail est de s'occuper spécifiquement des dessinateurs de presse. Alors au début, quand Plantu a lancé ça avec Kofi Annan, ça faisait un peu... ça faisait peut-être pas très... Alors nous sommes contredits par plus fort que nous peut-être. Je sais, on va essayer de gérer ça. Quand Plantu a lancé ça, l'idée c'était beaucoup plus. Le dessin de presse n'était pas vu comme quelque chose de sulfureux. C'était vu comme quelque chose d'un peu accessoire, un peu le regard comique du dessinateur de presse dans le journal, même si depuis des années, on regardait systématiquement le dessin de Plantu à la une du Monde et on rigolait tous. Et puis le Canard enchaîné a toujours été un journal qui a laissé beaucoup de place aux dessinateurs de presse. Et il y avait aussi d'autres titres, évidemment, il y a Charlie Hebdo. Donc voilà, et le dessin de presse, eh ben, ça a pris tout d'un coup une dimension différente avec l'affaire des caricatures du prophète. Cette affaire qui est devenue particulièrement dramatique avec l'attaque contre Charlie Hebdo, avec la décapitation de Samuel Paty, le professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Donc vous connaissez toute cette histoire, mais en tout cas, le dessin de presse est devenu tellement important et tellement presque un peu, le dessinateur de presse devient un peu l'homme ou la femme à abattre. Et donc ça veut dire qu'il faut sans doute des ONG comme Cartooning pour en assurer la défense. Donc l'activité de Cartooning, si ça vous intéresse, il y a c'est un peu leur petite bible qui raconte un peu toutes les activités de l'association. Et bien l'idée c'est qu'il y a une partie explications, avec des rencontres, en faisant des expositions de dessins de presse. Et puis, il y a aussi une partie d'aide aux dessinateurs. Si un dessinateur dit « j'ai besoin d'aide, venez me sortir de là où je suis », l'ONG va se battre avec des institutions, notamment, ça peut être des ambassades et des choses comme ça, pour essayer d'aider des dessinateurs. Et aujourd'hui, les 3 dessinateurs que nous avons ici, il y en a un qui vit dans son pays, Gabor, qui est hongrois. Denis est donc hongrois, Gabor vit à Budapest. Denis, qui est d'origine de Russie, qui a quitté Kamtchatka, donc l'extrême-orient, c'est tout là-bas au fond. C'est au nord du Japon, au nord de l'île de Sakhaline, c'est vraiment l'extrême-orient russe. Voilà. Et puis vous avez ici Hossein, qui vient, lui, d'Afghanistan, qui est arrivé dans l'Union européenne il y a à peu près 1 an. Alors, chacun va parler sa langue, d'accord. Vous avez tous, j'espère, des traductions, parce que si vous n'avez pas les casques sur le canal 1, ça va être difficile. Je ne sais pas si tout le monde peut suivre le hongrois et le farsi et le russe. Donc, on est sur 3 langues un peu qui ne sont pas les langues qu'on apprend spontanément, communément à l'école en France. Donc voilà, je vous propose vraiment de vous équiper de casques. Et puis,
Et puis chacun pourra poser des questions. Et je pense que c'est très très important que vous posiez des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Okay, alors, ce qu'on va faire, on va commencer par une série, comme vous ne connaissez pas sans doute ces 3 dessinateurs, peut-être si vous les connaissez, tant mieux, mais si vous ne les connaissez pas, on va vous les présenter. Sylvain, qui est là-bas au fond, lui, il a la petite télécommande et on va commencer donc par les dessins de Gabor. C'est bien ça, hein? Ah, Denis, pardon. Voilà. Donc, on va commencer par le style de dessin de Denis. Alors, où est-ce qu'on va les voir? Voilà, ils vont apparaître là-bas. C'est ça, hein? Ici. Voilà, d'accord. Donc là, vous reconnaissez le camarade de Vladimir Poutine. Alors, peut-être que Denis peut commencer par nous expliquer d'où vous venez et pourquoi finalement vous avez quitté la Russie. Oui, allez-y. Cette caricature était commandée ici en France en 2018. Ah ben voilà une autre. Sur la 12e, c'était Navalny. Ça, c'était pour un livre qui était paru, écrit par les émigrés à Paris. C'était un recueil des anecdotes, des poèmes satiriques. Et ça a vu donc les jours à Paris. Écrit par les émigrés russophones, c'était des Biélorusses, des Ukrainiens, la communauté des émigrés. Pour quelle raison précisément vous avez dû quitter la Russie? En 2018, j'étais confrontée à cette nécessité de quitter la Russie parce qu'il y avait le processus juridique contre moi, parce que je fais une pancarte pour une des manifestations. Et Jean Plantu m'a recommandé de venir ici. Et parce qu'ici, au moins à ces moments-là, la liberté était maximale pour les dessins de la presse. Vous vivez en France, en famille, vous avez un statut de réfugié politique. Est-ce que vous pouvez revenir précisément sur, est-ce qu'il y a un dessin ou une série de dessins qui a fait que vous avez déplu et à qui vous avez déplu en Russie? Et comment se présente, comment s'exprimer peut-être cette menace? Moi, je pense que la caricature elle-même, comme domaine, ne plaît pas du tout au gouvernement russe, à l'État russe. Et c'était un processus assez long. Imaginez si vous êtes artisan boulanger, vous travaillez et une fois il y a un monsieur bizarre qui arrive chez vous et vous dit à partir d'aujourd'hui vous mettez plus du chocolat dans votre gâteau. Ok, vous dites ok, vous mettez plus les chocolats dans vos gâteaux. Mais si vous continuez d'ajouter les chocolats, votre boulangerie va être brûlée. Oh, vous allez être battu. Et vous devinez tout de suite qu'il vaut mieux faire comme il demande. Donc, vous arrêtez de mettre les chocolats. Ensuite, il arrive, il dit arrêtez de mettre les raisins, arrêtez de mettre la levure et la farine. Et à un moment, à un autre, vous êtes juste confronté au fait que vous ne pouvez plus travailler. Donc, c'est pas moi qui a changé, c'est l'entourage qui a changé. Le gouverneur de la région de Kamtchatka qui était précisément contre vous, ou c'était un système global de censure et d'autocensure? C'est-à-dire on vous demandait peut-être aussi de vous censurer vous-même. C'est une structure mafieuse. Et il y a le gouverneur, mais il y a aussi les gens qui l'entourent et qui décident localement ce qu'ils veulent faire. Donc la liberté de la presse a diminué graduellement depuis 20 ans, depuis que Poutine est au pouvoir. Mais on peut toujours creuser plus profondément dans l'histoire. Et en histoire, en Russie, c'est que
91 jusqu'à 93 que cette liberté a existé. Ensuite, la constitution a été changée et on a commencé les mouvements vers les totalitarismes. Les gens qui sont venus au pouvoir n'ont pas changé. En 1917, il y avait l'élite qui est venue au pouvoir en Russie et depuis, leurs descendants continuent à être au pouvoir en Russie. Une dernière question dans ce premier tour de table de présentation. Est-ce que le déclenchement de la guerre en Ukraine vous a surpris? Est-ce que, et comment vous le vivez, vous, en étant russe ici en France? J'étais prévenue, mais moi, j'ai pas cru. J'étais sûre que tout va se limiter à une démonstration de force, à un chantage, mais pas par une guerre totale. Et elle était déjà avant. Et si vous comprenez, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais encore dans les dimensions, dans les petites dimensions. Elle n'est pas encore passée à l'échelle globale, mais c'est aussi une guerre de propagande. Et nous, on se trouve d'un de ces côtés. Hein. Et les provocateurs, ils se trouvent aussi de l'autre côté. Donc, aujourd'hui en France, ça devient difficile ou pas? Ou est-ce que c'est difficile d'assumer cette identité russe aujourd'hui? Non, je ne sens aucun problème avec mon travail. Je vis beaucoup mieux qu'en Russie. Je suis complètement heureux, moi, personnellement, mais je suis choquée par les Français. Je suis choquée qu'ils sont tellement choqués eux-mêmes par cette propagande russe. Et mes amis français me posent la question... les gens respectés et très intelligents. Mais comment ça s'est passé qu'en Russie, il y a 100 millions de personnes, 80% de la population, ils croient à cette propagande fasciste complètement cinglée? Est-ce qu'ils ont des idiots qu'ils croient à tout ça? Et pour moi, ça résonne un petit peu avec du snobisme. C'est dommage, c'est bizarre parce qu'on sait très bien que les élections qui étaient en Russie, c'était complètement une fiction. Et on sait très bien que les gens adultes qui savent faire tout eux-mêmes, faire les boutons, aller aux toilettes eux-mêmes, manger eux-mêmes et écrire leur nom sans faute, ils ont voté pour la marionnette de Poutine. Pourquoi c'est pas marionnette, je voulais dire une prostituée des Poutine. Et il y avait beaucoup de gens comme ça. Et quand quelqu'un un politicien d'un pays va dans un autre pays qui a occupé les territoires d'un autre pays et parle devant la télé et dit que la Crimée est russe, revient en France avec le budget, l'argent pour sa campagne d'élection. Et il y avait plusieurs comme ça, il y avait 3 comme ça. Il y avait deux marrons et une rouge. Et ça s'est pas vu comme une catastrophe nationale ici, ça s'est vu comme une norme. Donc, je peux appeler les normes des personnes, tout le monde les connaît, c'est des politiciens français. Pour cette introduction assez vive qui concerne aussi la France. On va passer à Gabor Papály, qui est donc hongrois. Alors, la situation en Hongrie, elle est peut-être un peu plus difficile à aborder parce que on n'est pas dans une dictature aussi évidente que la Russie, mais en même temps, on sait que ce pays est sur une pente assez dangereuse en termes de liberté publique. Ce pays est dirigé donc depuis pas mal d'années par Viktor Orban, qui est un dirigeant qui s'affiche ouvertement pro-russe, anti-migrant. Je vous rappelle qu'il a construit une espèce de rideau de fer à la frontière avec la Serbie pour empêcher tous les migrants de remonter et de rentrer dans l'Union européenne en passant par la Hongrie. Donc c'est quelqu'un qui a une pratique qui est souvent dans la provocation en même temps.
le fait que la Hongrie soit membre de l'Union européenne, ça peut-être que ça protège un peu certaines libertés en Hongrie. Alors, voilà, est-ce qu'on peut voir quelques dessins de, de, de Gabor? Est-ce que, voilà, comme ça on voit un peu le style. Alors, évidemment, Gabor, peut-être décrivez un peu ces dessins en hongrois, comme ça, parce que comme on ne comprend pas forcément tous les mots qui sont sur les dessins, il faut nous aider. Alors, quel est votre style et pour qui vous travaillez en ce moment et quel type de dessin vous faites? Merci beaucoup. Je travaille pour un quotidien qui s'appelle Népszabadság et l'avantage, l'intérêt de ce journal, c'est le dernier journal qui n'est pas influencé par le gouvernement. Il y a très peu de médias indépendants, mais en ce qui concerne les quotidiens, c'est à peu près le seul. Et il n'est pas indépendant non plus. Il se trouve dans une situation très très difficile où tu as expliqué tout à l'heure que même en Hongrie, la situation n'est pas aussi claire et nette que cela pourrait paraître. La Hongrie est dans un état transitoire, mixte, si vous voulez. Je pense que je pourrais revenir là-dessus pour vous expliquer de quoi il s'agit. Mais en fait, oui, d'accord. En ce qui concerne ce dessin, ça signifie à votre époque, quand il y avait des journaux sur papier, il était beaucoup plus facile de piétiner la presse. Et en fait, le Népszava ne peut pas être indépendant. Personne ne peut être indépendant par rapport au système. C'est un système manipulatif professionnel qui peut influencer tous les domaines, finalement, sans se battre. Et alors, on ne peut pas dire que Poutine ou les autres pourraient menacer l'Europe, mais le système d'Orban peut être exporté en Europe. Et voilà ce dont j'ai parlé avec Plantu il y a peut-être 7 ans à Strasbourg. Et il me semble que tout ça commence à se réaliser. Qu'à l'époque, dans les années 90, nous importions la liberté et la démocratie de l'Ouest, mais par la suite, nous avons maintenant un gouvernement qui exporte son système autoritaire vers l'Europe. Et je pense qu'ici, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Ici, Orban dit que maintenant, quel est le problème alors que ce dessin a pu être publié dans mon journal, dans le Népszabadság. Et moi, je me sens gênée parce que ça veut dire que ce système fonctionne, mais en même temps, il y a une sorte de schizophrénie dans notre travail. Et alors, toute la rédaction est contre le gouvernement. Tous, nous sommes dans l'opposition, mais le propriétaire qui publie est directement lié avec le gouvernement. Il fait des affaires avec le gouvernement. Donc, il y a 16 pages de ce journal. Alors, il y a à peu près 15, sur 15 feuilles, on peut voir les dessins comme ça, mais sur la 16e page, il est écrit « Attention, les migrants arrivent ». Et voilà pourquoi j'ai honte. J'ai honte que nous avons pu laisser établir un système pareil. Et là, je ne peux pas dire que ça s'est créé indépendamment de moi, parce qu'en fait,
je fais partie du système en le combattant. Est une façon plus sophistiquée et donc plus délicate à gérer, une sorte de dictature sophistiquée, dictature moderne, dictature économique. Je pense que c'est une dictature qui est soutenue de plusieurs points de vue, parce qu'il y a eu les décisions au Parlement européen et il a été décidé que c'était une dictature, mais la dictature était plutôt liée aux élections, donc c'est un système hybride chez nous. À travers mon propre exemple, je pourrais peut-être vous expliquer qu'en réalité, il y a 2 ans, j'ai publié un dessin qui a créé un scandale auprès du gouvernement et donc il y a eu une campagne qui contre moi qui était 100 fois plus grand que qu'on pourrait imaginer. Et donc les médias finalement a attaqué, carrément attaqué mon journal et moi personnellement, y compris les chrétiens démocrates qui ont également protesté. Ce dessin en particulier vous a causé des difficultés parce que c'était une dimension religieuse, c'est ça? Oui, effectivement, c'était un dessin un peu religieux, si vous voulez. Mais lorsque je l'ai déposé, ce dessin, le dessin était moyen. Non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. C'est un dessin qui n'a rien à voir avec la religion, en fait. Mais de la manière dont on l'a géré très très mal la première vague du Covid en Hongrie. Et ça a créé un scandale énorme, justement parce que tout le monde était en quarantaine et il a fallu créer un événement pour détourner euh, l'attention. Et alors, il y a un responsable il y a au ministère qui est contre ceux qui osent critiquer la religion chrétienne. Alors dès qu'ils voient Jésus, par exemple, quelque part, ils attaquent. Ce dessin, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on l'ait en version électronique, mais je vais vous le décrire rapidement. Ça représente la femme qui était en charge de la campagne de lutte contre le Covid, et il l'a dessinée crucifiée sur une croix. Donc ça a provoqué une sorte un émoi chez certains religieux en Hongrie. Alors justement, ça fait une transition pour parler de l'Afghanistan. Papa. Pardon? Nem volt ő keresztre feszítve. Non, elle n'a pas été crucifiée. Non, cette femme qui est responsable, elle est médecin et elle est pasteur aussi, et elle a utilisé la chrétienté comme argument, en fait. Et elle a dit que bon, il y a une dépendance à cause de la maladie de base, en quelque sorte. Alors, on va parler de vous, Hossein. On va voir certains de vos dessins. Vous êtes en Europe. Alors, prenez le micro. Vous êtes en Europe depuis au moment où les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Vous avez donc quitté le pays. Est-ce que vous pouvez, on va voir vos dessins et nous expliquer votre parcours? Vous n'êtes pas au départ caricaturiste. Thank you. Au début, je suis ingénieur, c'est-à-dire que j'ai un master en architecture et génie. Et en Afghanistan, j'étais
professeur d'université et directeur du département de génie civil. Et j'avais une petite société avec 2 de mes amis proches où nous faisions du design et du dessin d'architecte. À un moment donné, la situation en Afghanistan s'est tellement dégradée. Il y a eu énormément d'attentats suicides, de sorte à ce que les hôpitaux étaient les hôpitaux, les mosquées, les écoles pour filles surtout, car ils voulaient interdire aux filles d'aller à l'école. Et même les maternités, là où les mères accouchent, étaient victimes d'attaques, d'attentats terroristes. À l'époque, moi j'étais ingénieur et je faisais quelques dessins. Mais je voulais faire de beaux dessins. J'aimais faire des paysages, j'aimais faire des portraits, dessiner des femmes, des hommes. Mais à une certaine date, à un moment donné, je suis vraiment arrivé à ce résultat, à cette conséquence, que nous avons besoin d'autre chose, que nous avons besoin d'un autre type de dessin. Il nous faut quelqu'un qui, de la part des victimes de ces attentats, sans qu'on entende leurs paroles, sans qu'on entende leurs cris, c'est là que j'ai commencé à dessiner, faire des dessins et des caricatures. Et lorsque j'ai vu les réactions de la part des habitants d'Afghanistan, de mes amis, et là ça m'a encouragé vraiment, parce que j'ai vu que leur réaction m'encourageait, ils appréciaient mon dessin et le sens de mon dessin. Un dessin en particulier qui a fait que vous avez décidé de partir, ou c'est globalement une situation où vous vous êtes dit je ne peux plus continuer à exercer à la fois mon métier d'ingénieur, c'est ça, ou de professeur d'université, et mon activité de dessinateur dans l'Afghanistan des talibans aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui vous a fait partir et comment vous êtes parti? À peu près, il y avait plusieurs raisons qui se sont combinées, c'était plusieurs raisons. On peut commencer par là que, en fait, déjà mon propre passif, mon propre background, je suis un Hazara. J'appartiens à une minorité qui, en Afghanistan, est aussi bien religieusement que ethniquement, sur le plan, on peut dire, les apparences, ce qu'on pourrait appeler une race. Donc nous avons toujours été l'objet de discrimination et nous avons toujours été opprimés par le pouvoir. La deuxième raison, c'est que dessiner des caricatures dans des pays comme l'Afghanistan, c'est dans des systèmes religieux très sévères. Ils n'acceptent pas déjà de dessin, alors surtout pas des caricatures, parce que déjà le dessin en soi pose problème. Et puisqu'on parle de caricatures, la première chose dont les gens se souviennent, c'est les caricatures. Donc là, ici en France, les gens se souviennent de Charlie Hebdo et des caricatures de Charlie Hebdo. Donc bien sûr, quand les gens y pensent là-bas, ils entendent caricature, ils pensent à Charlie Hebdo. Donc les réactions sont d'autant plus excessives. Et quand les talibans se sont emparés de l'Afghanistan, nous avons tous été saisis de panique et j'ai décidé, avec les institutions avec lesquelles je travaillais, je leur ai demandé de supprimer mes caricatures parce que je craignais les conséquences. Quand j'étais en Afghanistan, je cachais mes caricatures, j'essayais de les garder assez discrètes. Je ne montrais pas trop les visages. Et j'essaye surtout d'utiliser des symboles et des représentations. C'est-à-dire que je compte beaucoup sur le symbolisme et sur la métaphore dans mes caricatures et je ne peux pas aller aborder les choses de manière frontale et directe. Parce qu'en Afghanistan, vous savez que la première erreur peut être souvent la dernière erreur.
Il suffit de faire quelque chose et qui ne plaise pas aux groupes radicaux, et ils vont pas venir vous dire bon, ça suffit. Non, si ça sera tout de suite une explosion, tout de suite une condamnation, tout de suite une mise à mort. Donc généralement ça se passe comme ça, surtout pour les caricatures où ça peut, quand on a ou la caricature, parce que les radicaux, les extrémistes ont une lecture très particulière de cet art. Aujourd'hui, vous vivez où et quelle est votre activité? Est-ce que vous continuez à travailler comme caricaturiste, comme dessinateur? À peu près un an que, grâce à des amis, par exemple, entre autres Cartoon for Peace, j'ai réussi, donc quand j'étais à Kaboul, de sortir de l'Afghanistan. Cela fait à peu près un an. Et donc je vis en Hollande, aux Pays-Bas. Et je continue bien sûr mon art, je continue le dessin, les caricatures. Et quand j'étais en Afghanistan, mon inspiration venait de ce qui se passait autour de moi. Et maintenant, je suis malheureusement un peu éloigné de mes sources d'inspiration. Mais en Afghanistan, les gens pensent qu'on ne peut pas parler des problèmes d'Afghanistan quand on n'est nous-mêmes pas en Afghanistan et que nous vivons dans un milieu, dans un endroit sûr. Et en Afghanistan, on considère qu'on ne peut pas être un spectateur éloigné et s'inspirer des événements de l'Afghanistan. Bon, moi, je n'accepte pas ça et je continue, j'essaye de dessiner, mais bon, c'est bien plus difficile parce que je suis loin de mes sources d'inspiration. Vous étiez assez ferme et contre notamment la prise de pouvoir par les talibans. Vous l'expliquez aussi par une forme de responsabilité du pouvoir qui était en place. C'est-à-dire que la prise de pouvoir par les talibans, vous avez aussi l'honnêteté de dire que ça a été facile parce que personne n'a bougé, personne ne s'est opposé à ça dans le pays, et parce qu'il y avait une forme de lassitude par rapport à la corruption et tout ça. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce contexte-là? Parce que ça en dit long, je pense, sur votre état d'esprit, sur votre liberté de parole. Mon avis personnel par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan est que certaines personnes, des groupes, c'est-à-dire la classe dominante, c'était des gens qui avaient monopolisé le pouvoir, et les forces militaires à l'intérieur du gouvernement et ailleurs monopolisaient le pouvoir. Et nous, à l'intérieur de l'Afghanistan, que vous me croyez ou non, on avait pour 6 millions de dollars d'armes militaires, et il y avait des milliards de dollars qui venaient en Afghanistan pour le soutien du développement du pays. Et malheureusement, en l'espace de quelques semaines, on voit que toutes les villes tombent entre les mains des talibans. Donc, le jour où les talibans se sont emparés de Kaboul, j'étais à Kaboul. C'était très rare de tomber sur des soldats des talibans, parce que la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas très nombreux. Avec quelques centaines peut-être même pas quelques milliers de guerriers, ils avaient réussi à s'emparer de la capitale. À une ville qui demande quand même plus d'une heure à être traversée en voiture. Donc cela montrait que certaines personnes avaient négocié le pays. Certains, la classe dominante, avaient tranquillement négocié le pays contre des choses qu'ils avaient obtenues ou qu'ils allaient obtenir, ou des promesses qu'ils avaient reçues. Et malheureusement, ils ont remis le pays entre les mains d'un groupe d'extrémistes, un groupe radical, un groupe qui a clairement qui a retardé l'Afghanistan de au moins 50 ans sur le plan intellectuel. Nous voyons déjà que les filles ne peuvent plus aller à l'école. Et cela veut dire qu'un pays dont les forces humaines étaient importantes, des ressources humaines étaient importantes, elles en ont été privées. Voilà, dans tous les domaines. Un autre exemple, c'est la fuite de tous ces Afghans qui ont dû quitter leur pays. Donc une partie était bien sûr éduquée, un peu plus éduquée que les autres, et donc il y a eu une énorme fuite de cerveau, comme on dirait. Il paraît que jusqu'à 200, jusqu'à 300 000 Afghans ont quitté le pays, mais je suis bien certainement que ça y en avait bien plus. C'était pas que c'était aussi des Afghans formés, des Afghans éduqués, et c'était peut-être la classe la plus éduquée du pays qui a dû quitter le pays.
Donc c'est un pays qui a été retardé de 100 ans, au moins qui a perdu un siècle. Alors, la transition est toute trouvée pour parler de la Russie, parce que le point commun entre peut-être l'Afghanistan d'il y a un an et la Russie d'aujourd'hui, c'est aussi cet exode assez massif, ce qu'on appelle aussi la Russie utile, c'est-à-dire cette Russie plutôt des gens éduqués qui avaient une certaine force économique et qui aujourd'hui, encore plus depuis l'appel à la mobilisation partielle, mais enfin quand même mobilisation, par Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez l'impression que votre pays est en train de s'écrouler de l'intérieur et puis est-ce que vous dites que finalement, peut-être s'il y avait, pardonnez-moi, hein, ne soyez pas choqués par ce que je vais dire, s'il y avait un avantage à cette situation de guerre, c'est que le masque tombe. C'est-à-dire que c'est peut-être seulement maintenant qu'on va assister au début de la fin d'un système qui est, que vous, je pense, vous trouvez fondamentalement décadent pour la Russie. Je suis étonnée que c'est pas tout le monde qui tout a compris. Hein. Je pense que là maintenant en Europe, on peut avoir plein de spécialistes très bien formés et pas chers. Et je pense qu'il y a ceux parmi eux qui peuvent être très utiles aux Français. Mais dommage, moi je suis pas, je suis pas un politicien. Et durant 4 derniers siècles, ces pays, il s'est débarrassé de tous les gens trop éduqués, ceux qui ont trop réfléchi. C'était une sorte de sélection. Et voilà, c'est la logique. C'est la logique de nos élites. Ils profitent de ça. Mais la France, elle doit comprendre qu'elle a raison de rassembler tous les intellectuels du monde chez elle et pas les extrémistes du monde entier. Depuis 4 siècles, ça veut dire que pour vous, c'est pas nouveau cette histoire. C'est-à-dire que la Russie est systématiquement dans un système presque suicidaire où à un moment, quand elle arrive à un niveau de développement, elle finit par tout casser, se débarrasser des gens qui pourraient la développer un peu plus. Les gens pensent que la Russie, c'est juste un pays très très grand des superficies, mais il y a 140 nationalités en Russie, ethnicités. Et ils ne se ressemblent pas du tout, c'est des gens différents. Et le fait que l'extrême-orient de la Russie est gouverné par Moscou et qu'un chef de Moscou appelle le chef d'Extrême-Orient, mais il y a la distance entre les deux et quelques milliers de kilomètres. C'est complètement fou cette situation, il n'y a aucune logique. J'habitais l'endroit où c'est 600 km jusqu'à la frontière avec les États-Unis, mais il y a les gens, des aborigènes qui vivaient là-bas toute leur vie. C'est des Mongols ethniquement. Et ils ont habité ces territoires tout le temps. Et ils ont leur famille sur les îles américaines d'à côté. Et là, pour voir leur famille, ils doivent demander l'autorisation des autorités locales. Et en fait, les autorités locales doivent aussi demander l'autorisation du centre. Et pour obtenir un visa, donc, et tout ça à travers Moscou, pour aller à Alaska et après sur les îles. Donc, tout ça pour voir la famille que tu peux voir avec tes... avec 600 km de distance. Que
la Russie est arrivée à un moment où elle va commencer à s'écrouler de par cette espèce de délire de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le début de la fin d'un système, d'un cycle? Ce qui se passe là actuellement, je parle de l'Ukraine. Le délire de Vladimir Poutine, bien sûr, accélère ces processus. Mais ces processus étaient longs. Et je ne sais pas quelle va être la fin. C'est un processus historique. Aucun empire qui s'est déchiré n'était pas rétabli, on le sait. Est-ce que vous qui avez vécu quand même la fin du système communiste, est-ce que vous dites aujourd'hui, finalement, je viens d'un pays qui a réussi à reconstruire un mur? Parce que le thème de ces rencontres ici à Caen, c'est cette idée des murs. Est-ce que vous dites est-ce que vous aviez pensé un jour que votre président de la Russie, aurait pu reconstruire un espèce de mur géopolitique à ce point-là? C'était évident. Déjà en 1999, quand il est venu au pouvoir. Et on savait qu'il veut recréer ces murs. Et tout le monde a voulu autour de lui rétablir l'empire. Et si vous allez en tant que touriste en Russie, vous pouvez voir qu'il y a partout les murs. C'est un espace. C'est un espace qu'on ne peut pas tenir à part qu'avec la force, par la force. Il n'y a rien de semblable entre les populations dont je parlais, les populations qui sont complètement différentes. Extrême-Orient, les centres, la partie européenne de la Russie. C'est ce pays qui vit tout le temps comme un pauvre pays, malgré ses pouvoirs. Est-ce que vous pensez, Gabor Papály, qu'en Hongrie, on est dans un système, d'abord, est-ce qu'il y a une réelle admiration de la Russie de Poutine par Viktor Orban? Est-ce qu'il y a une vraie adéquation d'idées? Et est-ce que vous pensez que le fait que la Hongrie fasse partie de l'Union européenne, est-ce que finalement cela change un peu la donne quand même? Est-ce que ça ne permet pas peut-être à la Hongrie de ne pas complètement tomber dans un système à la russe? D'une part, je ne peux pas croire à Orban Victor. Quoi qu'il dise, c'est incroyable. Même quand il dit qu'il est en admiration, on ne sait pas pourquoi il admire quelque chose. Mais je voudrais dire quelque chose à mes collègues, à leur exposer, parce que je ne savais pas certaines choses. Je ne savais pas que dans les deux régimes, ce sont des pouvoirs qui sont népotistes, que ce sont des familles qui tiennent le pouvoir en main, que ce sont les mêmes personnes. En tout cas, on peut les identifier, ces personnes qui sont dans les mêmes cercles, qui sont aussi au pouvoir. Il est possible que ce soit justement la ligne de démarcation entre les dictatures dures et entre la dictature douce que nous avons en Hongrie. Puisque en Hongrie, les familles n'ont pas pu obtenir le pouvoir parce que qu'est-ce qui est le but du pouvoir? Ce n'est pas tellement d'obtenir des territoires, ce n'est pas la nostalgie soviétique, mais un dictateur, avec chaque mouvement qu'il fait, il veut établir encore plus son pouvoir, l'admiration vis-à-vis de lui.
Donc, alors maintenant, j'ai oublié qu'est-ce que vous avez demandé. Est-ce que vous avez reposé sur votre question? Soit membre de l'Union européenne, est-ce que cela permet peut-être d'avoir un certain nombre de garanties? Je ne suis pas optimiste. Et pourquoi je ne suis pas optimiste? Parce que je vois que Orban, il copie le régime de Poutine, mais il est en retard. Et alors, parce que, et pourquoi? Parce que finalement, l'Union européenne donne beaucoup de choses, des aides, etc., à la Hongrie. Mais moi, j'ai peur que l'Europe trouve que Orban a raison et que d'autres pays d'Europe vont imiter le système de Orban. Et, et justement, l'un de mes dessins parle de ça. Et alors, je pourrais peut-être raconter un petit peu ce qu'il y a dedans, dans ce dessin. Mais Parce que quand vous parlez d'autres pays de l'Union européenne qui pourraient aller vers ce modèle-là, vous pensez quoi? Vous pensez à l'Italie, par exemple, qui va voter demain? Hát úgy látom, hogy je pense que dans les cercles extrémistes, Orban a beaucoup de culte dans beaucoup de pays. Pas comme Poutine. C'est pas un auréole comme celui de Poutine, mais les gens disent qu'il est très efficace, que c'est un petit pays et il arrive à exploiter le pouvoir de ce petit pays. D'utiliser ce mur-là pour faire des dessins. Alors vous allez prendre votre stylo et pendant que, notamment je vais donner la parole à Hossein, vous allez prendre un stylo et vous allez pouvoir commencer un dessin, puis après vos deux collègues vont le faire aussi, tout en continuant la discussion et puis en prenant quelques questions tout à l'heure. Voilà, il y a Sylvain qui nous apporte des feutres. Alors vous pouvez dessiner ce que vous voulez sur le mur derrière vous et puis vous pourrez réagir aussi dans quelques minutes. Alors, je vais vous poser une question à tudunk utána még beszélni a rajzról. Je voulais vous dire quelque chose au sujet de mon dessin. Est-ce que vous allez me donner après l'occasion d'en parler? Non? Nem most, hanem hogy rajzolunk, és akkor arról beszélni. C'est pas ce que j'ai pensé. J'ai pensé que je vais dessiner quelque chose et est-ce que je pourrais commenter mon dessin? Après, voilà. Alors, Hossein, quand vous vivez en Europe, vous vous dites... Alors, d'abord, vous pouvez commencer à dessiner. Hein, vous avez des... Oui, allez-y. En vivant en Europe, vous vous dites, c'est quand même un endroit où on peut continuer à être libre. Est-ce que vous êtes un peu étonné par ce que vous entendez sur un pays de l'Union européenne? À vrai dire, oui, je suis surpris. Quand on vient d'Afghanistan et qu'on voit l'Europe, on se dit que c'est quand même un continent qui a réussi à résoudre tous ses problèmes. À vrai dire, quand je suis arrivé en Europe, la guerre n'avait pas commencé, bien sûr, en Ukraine. Et quand la guerre a éclaté en Ukraine, j'ai éprouvé des choses que j'avais pu à peu près à moindre mesure éprouver dans mon propre pays. C'est-à-dire qu'un pays européen d'Europe peut attaquer un autre pays d'Europe, en ce qu'on voit d'habitude en Afghanistan ou dans nos pays limitrophes. Et puis l'augmentation soudaine, l'inflation, l'augmentation soudaine des prix. Pour moi, c'était vraiment étonnant et c'était que ça puisse arriver en Europe ou dans l'Union européenne.
de voir ces choses que j'avais déjà éprouvées, déjà connues en Europe. Fragile, la liberté dont on bénéficie ici, que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. La vérité, on pourrait dire, on peut effectivement constater le développement, l'augmentation de certains modes de pensée en Europe. Et vous avez parlé en effet de ce qui se passe en Ukraine. On peut voir effectivement une augmentation de ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc parfois ça peut se manifester à travers des élections et parfois à travers des guerres. Donc, et parfois l'apparition de partis radicaux d'extrême droite. Donc au moins on peut dire que ce mouvement, en fait je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que l'Europe allait vers autre chose et c'est inquiétant, je ne m'y attendais pas. Affligé peut-être, oui, j'entends, oui. No, not ma'yus na. Yani, Non, pas vraiment déçu. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de complet, à quelque chose de total, à quelque chose de bien ficelé, de bien réfléchi. Et là, on voit que non, malheureusement, ce n'est pas à 100%. C'est qu'il y a des failles et que effectivement, j'avais beaucoup d'attentes et là, en pratique, je vois que ça ne répond pas à mes attentes. Moi, j'avais vu l'inflation soudaine comme ça en Afghanistan, mais là maintenant, j'habite aux Pays-Bas et j'ai pu voir une fois tout d'un coup, soudainement, cette inflation et pour moi, c'était inimaginable de connaître une chose pareille dans un pays européen. Denis, est-ce que vous partagez ce regard sur l'Europe, c'est-à-dire un continent qui finalement est peut-être un peu plus fragile qu'on imaginait dans sa construction politique, économique? Non, j'ai pas eu une déception quand je suis venue en France. Depuis des années avant que je suis venue, j'ai lu la presse européenne, française, anglaise. Donc, il y a un espace ici pour les caricatures. Il y a des problèmes qu'on peut, on doit rigoler sur ces problèmes. Et je dis, les caricaturistes ici, les dessinateurs, il ne va jamais vivre ici sans travail. Il y a toujours des travail. Et aujourd'hui, alors justement, comment vous arrivez à dessiner pour les Russes et les Ukrainiens? Vous faites un travail comme ça aujourd'hui en tant que Russe à destination des Ukrainiens aussi, c'est ça? Je dessine plus pour la presse russe depuis 2007. C'était déjà l'interdiction de la profession, même si elle n'était pas officielle. J'ai travaillé pour les gens, pour ceux qui ont commandé les caricatures de manière privée. Pour l'Ukraine et pour la France, maintenant, je travaille pour les clients un petit peu partout dans le monde. Les frontières qui existent, à vrai dire, le monde il est assez petit. Les frontières n'existent plus. Vous avez un projet d'exposition à Kiev, c'est ça? Oui, et j'espère qu'elle va s'éteindre au plus vite dès que la victoire sera complète et la libération des territoires occupés souviendra. Est-ce que vous avez encore de la famille en Russie? Comment perçoivent-ils la situation aujourd'hui? Est-ce que vous craignez pour leur situation, notamment de par les propos que vous pouvez tenir ici, même ici aujourd'hui à Caen, parce que ça sera mis en ligne, peut-être que quelqu'un va voir ça, et ça ne plaira pas à tout le monde ce que vous dites. Quand vous dites « j'espère la libération des territoires par l'Ukraine », pas beaucoup du monde en Russie pour qui j'ai peur.
Et mon cercle n'était jamais lié aux gens qui ne partagent pas mes idées. Donc, je pense pas. S'il y a encore 3 personnes qui vont quitter la Russie, j'aurai plus personne là-bas. On échange, je vous donne le stylo pour aller au travail et on va demander à Gabor de me décrire ces dessins. Oké. Randaman. En fait, ce que je voulais vous raconter est que la dictature hongroise est extrêmement raffinée, extrêmement maligne, a des méthodes sophistiquées qui sont sans cesse améliorées. Et il y a 2 ans, j'ai été attaquée en fait à cause d'un dessin. Et grâce à ce dessin, en fait, les collègues ont commencé à me protéger. Et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui ici même. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que à cause de la réaction du gouvernement, finalement, mon dessin est devenu connu dans des milieux infiniment plus vastes que mon petit cercle avant, c'est-à-dire 50 ou 100 fois plus. Les dessins ont été reçus, vus et connus. Donc, en fin de compte, la provocation est une excellente méthode parce qu'on peut aller plus loin avec la provocation. Si on accepte les règles de jeu du gouvernement, comme l'opposition hongroise l'accepte, y compris au Parlement, ils disent non, 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 mais en fin de compte, ça ne donne aucun résultat. Mais depuis ce temps-là, je pense qu'ils ont compris, eux aussi, parce que maintenant, quand j'étais à Genève et j'ai fait un discours, et dans ce discours, j'ai glissé des éléments provocatifs pour créer ce genre de cirque, si vous voulez, en Hongrie, mais ils n'ont même pas voulu remarquer ces paroles, alors que ça a été imprimé dans mon journal, dans le Népszava. Donc, si on compare cela avec des cris auparavant, finalement, aujourd'hui, la méthode est le silence. Ce qui fait que la presse hongroise s'est appauvrie énormément, de part et d'autre. Donc, finalement, il n'y a pas que l'opposition qui est fermée dramatiquement, mais même les organes de presse pro-gouvernementaux disparaissent petit à petit. Donc, c'est comme la symphonie de l'adieu ou des adieux de Mozart. Et cela caractérise toute la presse hongroise. Donc, en fin de compte, il n'y a plus de presse en Hongrie. Voilà. Alors, maintenant, le dessin. Ça aussi, c'est une provocation. Parce que quand j'ai commencé à dessiner, là, c'est la couronne hongroise qui est sacrée et il y a une loi qui protège, c'est un symbole national. Et oui, et si on critique, c'est sur le Igen. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est sur le drapeau aussi, mais c'est considéré criminel si on le critique. Alors, j'ai dessiné, là, j'ai ajouté le symbole de la couronne qui est protégée. Donc, vous y touchez, vous allez en prison. Donc, systématiquement, je dessine ça sous forme de petites bêtes, finalement. Et je surveille soigneusement pour voir comment réagit le système. Et ils font très, très attention.
il ne crée pas de scandale. Donc, quand on est caricaturiste en Hongrie, c'est tout à fait différent de statut en Afghanistan ou en Russie. Moi, je ne suis pas menacée, je n'ai pas peur. Mais chez nous, on dit que dans une dictature, un homme intègre a sa place en prison. Mais pas en Hongrie. Que ce... Qui continuent à travailler, là, nos deux dessinateurs. Il y a des micros qui peuvent... Allez-y, vous allez avoir un micro. Voilà, on vous amène le micro derrière vous. Bonjour, merci beaucoup. La première question, c'est pour monsieur le dessinateur de Hongrie. Je ne sais pas prononcer votre prénom, mais monsieur Vladimir Vazek pourra le prononcer. Je voudrais savoir si le premier commentaire que vous venez de faire, c'est à propos du dessin où il y avait la croix et le Covid. Merci beaucoup. Je poserai une autre question tout à l'heure. Alors, Merci beaucoup. merci beaucoup. Mon nom est Gabriel Gabor. Je n'ai pas parlé beaucoup de ce dessin qui, paraît-il, est contre la chrétienté. Je pense que c'est insignifiant. Je ne pense pas que ce soit un dessin intéressant. Et bon, il y a eu une réaction internationale, c'est vrai. Mais moi, je dessine tous les jours. Je travaille pour un quotidien, donc 6 jours par semaine. Donc, je pense que ce jour-là où j'ai publié cette caricature, je pensais que ça sera un dessin tout à fait moyen. Ça sera entre le numéro de mardi et de jeudi, donc mercredi, et c'est tout. Mais ils ont créé un scandale. Je ne pense pas que ce soit une œuvre significative. Et par ailleurs, je pense que au Danemark, par exemple, les caricatures qui ont déclenché cette guerre des caricatures et qui ont atteint leur apex avec les événements de Charlie Hebdo, n'étaient pas vraiment intéressantes. C'est pas le scandale qui signifie qu'un dessin est bon, c'est la situation qui fait la différence. Et je pense que ces dessins ne sont pas particulièrement intéressants. Un seul dessin ne signifie pas grand-chose, mais c'est le processus, parce qu'on dessine tous les jours, donc on est comme un blogueur. On dessine un processus politique, et ce processus peut témoigner de l'état de la société. Comment l'autocensure se développe en Hongrie, par exemple, et j'aurais voulu en dire quelques mots aussi. ça veut dire aussi que finalement le dessinateur de presse, c'est une sorte de baromètre de l'ambiance dans un pays, c'est ça? Pour la Hongrie, c'est ça? Érdekes, hogy a C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que pour aujourd'hui, j'ai dessiné justement un baromètre dans le Népszava. Et encore une fois, c'est un rapport avec la religion chrétienne, parce que il y a un défroqué, il y a un curé défroqué qui va partir. Et donc, il y a un autre qu'on voit aussi de la fenêtre de baromètre. Mais en fait, l'autocensure, j'aime pas en parler parce que c'est honteux, mais ça existe. Et malgré le fait que je dessine tous les jours ce que je veux dessiner, et mes dessins sont publiés effectivement dans le Népszava. Mais en fait, celui qui est menacé, c'est le rédacteur en chef. Et donc, au cours de l'année écoulée, nous avons eu ou perdu 3 rédacteurs en chef.
Et c'est là qu'on commence à réfléchir. Et est-ce que j'ai le droit de entraîner tout le journal et toute la rédaction dans ces problèmes, parce que c'est le dernier journal indépendant en Hongrie. Votre dessin, quand je découvre, Denis, votre dessin, on va commencer par la Russie, je vois un Poutine qui est un peu ridicule, qui est comme une espèce de petit cochon, mais qui est en même temps un rat. Oui, oui, un rat. Oui, pardon, oui, c'est vrai, oui, un rat. Oui, c'est vrai, pardon. Un rat. Mais je le vois aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce mur, comme s'il était un peu acculé, comme s'il était un peu... Voilà. Est-ce que vous... Voilà. Parlez-nous un peu de votre dessin, là. Comment vous le voyez? C'est ça, vous avez voulu vous montrer, c'est qu'il était au bout, il était coincé. C'est le pronostic de l'avenir et de la finale de cette histoire. Peut-être comme un Muammar Kadhafi ou comme Milosevic. Le temps va nous montrer et j'espère que ça va passer très très vite dans l'avenir les plus proches. Vous pensez que là, on n'est pas loin de ça aujourd'hui en Russie? J'espère, je l'espère. Ça va être beaucoup pire s'il va être étouffé en silence la nuit avec son oreiller. Et il va être viré comme ça, mais la Russie, elle va rester la même sous une autre pancarte. Les mêmes gens vont rester au pouvoir. Je crois que ça ne doit pas se passer comme ça. C'est-à-dire, vous pensez, parce qu'on a entendu, là, il y a eu le Mikhail Khodorkovsky qui a été prisonnier pendant quelques années, l'ancien oligarque russe, qui dit que la Russie doit passer par une nouvelle révolution. Vous pensez qu'on est à la veille d'une révolution en Russie, comme en 17? C'est une des possibilités et peut-être ça va être mieux que le processus de pourriture long et pendant des siècles. Et espérer un réveil de la population russe, parce que justement, quand on est en Ukraine, comme j'y étais il y a quelques semaines, les Ukrainiens disent mais les Russes, on ne veut même plus les écouter parce qu'ils n'ont rien fait depuis 20 ans contre Poutine. Donc maintenant, ils n'ont plus du tout, évidemment, il n'y a plus du tout de confiance, la rupture est totale. Est-ce que vous reprochez ça aussi, vous reprochez ça en tant que Russe, et vous reprochez ça à vos compatriotes, finalement, de ne pas avoir réagi plus tôt? Je ne suis pas russe, je suis venue en Russie de la Biélorussie. Comment peux-je expliquer? Les processus de paix ne marchent pas dans le pays totalitaire. Il y a les pays comme Estonie, Lettonie, Lituanie, peut-être aussi Finlande, qui était aussi par le passé la partie de l'Empire russe. Ils ont haï l'Empire pendant des siècles, mais ils ne pouvaient pas s'en débarrasser avant Gorbatchev. Dans les cas de Finlande, c'était les bolcheviks qui l'ont lâché. Il faut une décision politique et la révolution n'est pas possible quand c'est les régimes autoritaires. La population russe maintenant, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas armée. Et l'aide armée, on l'a qu'en Ukraine maintenant, pas en Russie. Peut-être si on va envoyer les armes en Russie, ça va être la révolution armée. On va passer au dessin de Hossein. Hossein, est-ce que vous pouvez, on va vous passer un micro. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre dessin? Yeah.
Donc là, on voit une... J'ai perdu. Le micro ne fonctionne pas. Donc on voit une valise qui signifie que peut-être l'immigration pourra résoudre certains des problèmes. Et donc, malheureusement, il n'est pas comme ça que quand on rentre dans un autre pays, on peut résoudre tous ces problèmes. Non, malheureusement, certains des murs persistent et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce dessin. Cette femme, elle n'a d'autre choix que de quitter le pays, c'est ça? C'est ça votre idée que aussi le... Je voulais surtout montrer que les limites augmentent pour les femmes et qu'elles seront de plus en plus limitées. Et elles ne peuvent déjà plus sortir sans burqa. Et maintenant, on peut voir que leurs yeux. Et je pense que si les gouvernements totalitaires d'Afghanistan continuent comme ça, elles n'auront même plus ce petit grillage et elles seront totalement couvertes, elles ne pourront plus rien voir. Ce sera peut-être tragique, mais c'est une vérité de la vie des femmes qui sont obligées de porter des burqas et dont on ne peut voir que les pieds de derrière ce tchador. Moi-même, j'ai cette expérience d'avoir porté un burqa pour savoir ce qu'on ressentait, pour savoir ce qu'une femme afghane ressent quand elle porte une burqa. Et quand on voit ça, tout le monde entier est en fait derrière un grillage. On voit le monde à travers un grillage. Et la seule chose qu'on peut voir sans grillage, c'est ses propres pieds. Parce que la burqa couvre tout le corps. Et ce que je voulais dire, c'est que la seule partie du monde en ce moment qui n'est pas couverte d'une cage, c'est les pieds d'une femme afghane pour une femme afghane. Et c'est cette réalité que je voulais manifester. Passe dans le pays voisin, l'Iran, parce que vous avez aussi des relations personnelles avec ce pays. Est-ce que vous avez un espoir que les manifestations qui ont lieu en ce moment en Iran, comment vous percevez ça? C'est un réveil d'une certaine population, notamment on dit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en pointe dans le mouvement de contestation. Bon, il y a quand même énormément de morts. Voilà, le régime frappe durement. Et comment vous voyez ça? Alors moi, mes parents habitent en Iran. Et mon avis, c'est que je pense qu'effectivement de belles choses sont passées en Iran, des mouvements positifs. Et ce qui me réjouit le plus, c'est que ces mouvements sont dans une bonne voie. Même de la façon la plus pessimiste, je peux dire que si ces mouvements n'aboutissent pas aujourd'hui, maintenant, à leur objectif, dans les années prochaines, c'est certain qu'ils vont réussir. Et nous constatons que les populations sont conscientes de leurs droits. Et ils savent donc effectivement ce qu'ils peuvent obtenir. Je ne peux pas en dire plus parce que mes parents habitent là-bas. Savent depuis des années, à cause des guerres civiles en Afghanistan, ils ont dû quitter l'Afghanistan et vivre en Iran, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Le micro n'est pas allumé, apparemment. On va vous amener à un autre micro. Microphone. Merci. Donc, je m'appelle Fredoun. Je m'occupe de littérature. Je vous remercie tous les trois d'avoir pris la parole.
Et aussi l'explication que vous m'avez donnée. Je voudrais vous communiquer quelque chose de la part du public. C'est quelque chose qui s'appelle la confiance. Et en fait, la caricature, vous avez dit que c'était un peu quelque chose comme qui allait contre des apparences. Et en fait, les apparences sont des murs qu'on ne voit pas et qui empêchent de se parler, de se rencontrer, d'apprécier aussi les dessins. Dans les prises de position ou dans les réparties que vous avez pu donner, vous avez expliqué le fardeau que représentent les dictatures, parce que les dictatures et ce qui est perçu comme des systèmes peuvent écraser les individus. Je vous remercie tous les trois d'avoir parlé des victimes, qui sont nombreuses. Et la confiance, c'est quand en fait vous dites par exemple qu'en Russie, il n'y a pas beaucoup des intellectuels présents et qu'en France, il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient compétentes. Je remarque deux choses en tant que professeur de français à la retraite. L'intitulé ici s'appelle « Dessine-moi la paix ». Déjà, c'est un impératif, c'est quelque chose qui donne une injonction. On aurait pu marquer comme intitulé, pour ceux qui font la communication, « Dessinons la paix ». On peut aussi la dessiner en prenant la parole, puisque vous avez commenté vos dessins, par exemple Gabriel Gabor, et peut-être aussi votre nom en russe, je l'écris mais je ne sais pas le prononcer, et aussi monsieur qui vient d'Afghanistan. Ici, dans le petit programme, il n'y a aucun nom de personne qui fait partie de la littérature, sauf Montaigne. Donc, je voudrais dire que c'est regrettable que les arts de la parole et aussi la littérature, par exemple le prix Nobel de la paix, Peter Hanke ou d'autres écrivains, car quand vous avez répondu, monsieur Gabor, vous dites que c'est dans un processus, et le nom en russe, je ne vais pas savoir le dire, mais Denis Lopatkin. Je vous remercie beaucoup, a aussi évoqué un processus. Or, je pense que vous n'êtes pas comme des blogueurs. La presse, effectivement, peut-être en Hongrie, mais aussi dans tous les autres pays européens, et tout l'univers, tout le monde, toutes les sociétés avancent chacune à leur rythme, mais quand même dans le même temps. Et donc, oui, je vais terminer. Je vois déjà que c'est trop long, parce que je ne fais pas de la communication. Ce n'est pas une question, c'est quelque chose, une réponse. Donc, je trouve que c'est bien ce processus, et que pour cela, il faut des gens qui travaillent à la main. Et c'est ça que je voulais vous dire, parce que vous travaillez avec vos mains. Et les écrivains travaillent aussi avec leurs mains. Et cette paix est intériorisée. Donc, quand vous citez les présidents, vous citez des personnes comme M. Poutine, vous citez aussi, par exemple, des écrivains ou des dessinateurs, et que ces personnes, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont beaucoup plus d'humanité. Et que la confiance vient aussi du fait que le mur des apparences se brise avec, pas des blogs, mais des processus de long terme, et qu'il faut respecter ce processus de long terme. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Ce que je retiens de votre intervention, c'est qu'effectivement, finalement, entre les dessinateurs et les écrivains, il peut y avoir le même travail. Que Vladimir Poutine soit un être humain, je ne sais pas. Réaction de Denis Lopatkin. Qu'est-ce que vous pensez? Il va dire, oh, j'ai changé d'avis et tout ça, c'était une blague. Là, il n'a pas un choix. Il doit jouer jusqu'au bout les rôles qu'il s'est dessiné lui-même, les rôles d'Hitler. Et la logique des événements, il est déjà dans cette tornade. Et donc, la finale, il va finir dans un bunker, une mort bizarre qu'on ne comprendra jamais. Une question. Bonjour. Je vois vos crayons, vos dessins comme des armes contre la guerre, contre la violence, contre l'intolérance. C'est vrai que le thème de ce jour, c'est « Dessine-moi la paix ». Est-ce que vous gardez encore une dose d'optimisme suffisante pour pouvoir croire que vous pouvez encore construire la paix grâce à vos crayons? J'aimerais que vous répondiez oui, mais j'en suis pas toujours sûre quand je vois comme le monde évolue. Et c'est une question qui mérite 3 réponses.
premier? Én szívesen. Ah, pardon. It's okay? Oui, oui, ok. Non, je ne crois pas dans les magies. Je ne pense pas que si je dessine la paix va vraiment exister. Mais bien sûr, je pourrais être Picasso, qui a dessiné la colombe de la paix. Ce sont des gestes. Mais je ne pense pas que Poutine deviendrait une bonne personne grâce à mon dessin éventuellement ou au dessin de Picasso. Plutôt que plus près de la vérité, c'est que dans Charlie Hebdo, il y avait une caricature, il y avait toute une série de dessins, il y avait un crayon que quelqu'un a coupé en deux, qui s'est cassé. En fait, c'était une arme. Et ensuite, il y avait un autre crayon qui était plus petit et qui était aiguisé. Et après l'attaque de Charlie Hebdo, il y avait plusieurs armes et plusieurs crayons. Donc, le dessinateur ne doit pas être forcément une bonne personne ou une personne modeste, mais doit, s'il veut avoir des résultats, provoquer. Donc, la provocation d'un dessinateur de presse doit faire provoquer. Je ne sais pas exprimer, je sais pas m'exprimer mieux, mais je pense ça. Je pense que si nous croyons à la paix et à l'amélioration de la situation du monde, Igen. espérer et croire en la paix et un monde meilleur, cela peut aider à nous améliorer. En tout cas, moi, personnellement, ça m'améliore. Ça m'améliore, ça me pousse à dessiner, ça m'améliore dans mon dessin. Il est possible que mes dessins aient un effet minime, mais j'ai quand même l'impression d'avoir eu un effet, d'avoir été efficace et d'avoir fait au moins franchi un petit pas pour aider la paix, pour aider l'arrivée à la paix, pour rendre plus épais, plus réalisable le souhait d'une paix. Et c'est ce que je peux faire, moi, dans ma dimension, donc à ma moindre mesure, pour la paix et ce que je peux offrir à la paix. Je veux dire que il y a l'opinion, il y a les émotions personnelles, mais il y a aussi des faits scientifiques. Et je vais dire 3 faits scientifiques. Les images visuelles arrivent à notre cerveau sans filtre et très vite. Donc quand on voit un dessin ou une photo, notre réaction est très émotionnelle. Donc la caricature et aussi la photo, c'est un élément très important de la propagande et contre-propagande qui n'existe pas en Europe. En Europe, contre-propagande n'existe pas. Et il y a la guerre mondiale des propagandes maintenant. Poutine met des dizaines de milliards de roubles pour la propagande en Europe et aux États-Unis. On voit les effets de cette propagande. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la logique des contre-propagandes? C'est vraiment... Vous pensez que ce n'est pas ciblé, mais si, c'est très ciblé. Donc on est perdant dans cette guerre d'information. Les pays démocratiques ne font pas assez, à part des caricaturistes enthousiastes, c'est tout. Donc tous les systèmes totalitaires échouent à la fin, vu qu'ils se dégradent. Donc c'est ça le futur. Dire que nous, dans les démocraties européennes ou dans les démocraties occidentales, on est très naïf, trop faible aujourd'hui?
on ne fait pas la condamnation, la contre-propagande. Et la propagande nous-mêmes des valeurs qu'on protège, qui ont créé ce monde occidental et qui l'ont fait ce qu'il est. On est devenu trop timide, c'est-à-dire qu'on n'ose plus affirmer que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un texte qui n'est pas négociable. On est devenu trop timoré. Oui, et les totalitarismes nous attaquent de tous les côtés sous cette pancarte des protections des minorités. Ils arrivent vers nous de tous les trous, ils se prétendent de protéger l'écologie, les minorités. Poutine parle même de l'ouverture des stations atomiques nucléaires. De partout, il y a sa propagande, à travers les gens corrompus aussi. Et les Européens ne font pas assez pour se battre contre ça. Est-ce qu'il y a peut-être encore une autre question ou sinon Ah, voilà. Allez-y. Et puis après, on va s'arrêter. J'aimerais m'adresser du coup aux caricaturistes afghans. Vous nous avez parlé de votre minorité ethnique. Et est-ce que vous avez déjà, vous, dessiné justement pour dénoncer ce qui se passe dans votre culture, de votre minorité ethnique? J'ai dessiné beaucoup de choses et peut-être que c'est pour toutes ces raisons que j'ai commencé à dessiner. Parce que je voyais que des gens, pour aucune raison, juste parce qu'ils appartenaient à une minorité et que personne n'entendait leur voix, étaient tués, massacrés de la pire des manières, et personne n'en parlait. Peut-être parce que quand on appartient à une classe dominante, on peut faire de sorte à ce que les gens nous entendent quand on appartient à une classe puissante. Mais quand on appartient à une minorité, c'est bien plus difficile de se faire entendre par le monde. Et c'est un jour, j'ai vraiment décidé que chacun de nous doit, d'une certaine manière, commencer à parler, de se faire les porte-paroles de ceux dont la voix n'est pas entendue. Et généralement, mon inspiration, ce sont eux. C'est de eux que vient mon inspiration. Peut-être qu'au début, les premiers jours, je voulais juste montrer ma minorité, c'est-à-dire celle des Hazaras. Mais après, quand on rentre le monde et qu'on voit qu'il y a de nombreuses minorités qui sont comme la vôtre, et pour être une minorité, il ne faut pas être juste peu nombreux, de représenter une petite population. Non, c'est juste se retrouver face à une hégémonie, on est une minorité. Et là, une fois qu'on est cette minorité, on peut être, nos droits peuvent être spoliés, nos droits peuvent être bafoués. Et moi, je voulais dire que je suis Hazara, nous sommes une minorité, nous ne sommes pas entendus. Et c'est pour ça que nous faisons tous nos efforts pour porter notre voix de toutes les manières possibles au monde entier. Le micro, on vous apporte le micro, puis après on arrête. Voilà. Mais très très courte. Hein. Alors merci beaucoup pour cette dernière explication du dessinateur que vous pouvez prononcer son nom qui vient de s'exprimer parce que je voudrais... Hossein. Merci beaucoup. Parce que vous avez parlé des minorités, vous avez aussi parlé de ceux que l'on n'entend pas. C'est pour ça que, personnellement, je vous remercie beaucoup pour la culture livresque que vous apportez. Parce que la littérature permet de séparer dans chaque pays, dans chaque langue, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Merci beaucoup. Merci, madame, merci. Mais écoutez, c'est sur ces propos que nous allons nous séparer. La météo n'est pas avec nous pour se balader, mais continuez à participer au débat. Et en tous les cas, merci de votre présence. Et merci à nos 3 dessinateurs. Et puis, bonne chance dans vos parcours respectifs. Merci.